Bonsoir à toutes et à tous. Je commence par un point de la situation internationale de l'épidémie Covid-19. Le total des cas ce soir dépasse 92 000, mais il y a aussi 48 000 personnes guéries. Parmi ces cas, 80 000 personnes sont en Chine et beaucoup encore dans la province du Hubei. Hors de Chine, nous avons 11 000 cas, ce qui représente désormais 12% des cas confirmés. Et on peut noter que la vitesse épidémique hors de Chine est désormais 9 fois supérieure à la vitesse en Chine. De plus en plus de pays sont touchés, 73 aujourd'hui. Et en termes de pays, la Corée du Sud est le pays le plus touché après la Chine, avec 5 186 cas. En Iran, nous avons 2 335 cas. Et en Europe, le pays le plus touché est l'Italie, avec plus de 2 300 cas. On note aussi une augmentation significative des cas en Allemagne, 180 cas, et en Espagne, 120 cas. En termes de mortalité, le décompte actuel est de plus de 3 130 cas de décès, dont 2 940 en Chine, mais surtout 190 hors de Chine. Les 3 pays les plus touchés sont l'Iran, 77 décès, l'Italie, 52 décès, et la Corée, 29. En France, nous sommes toujours au stade 2, avec pour objectif principal de freiner la propagation du virus sur le territoire national. Ce jour, à 16 h, nous avons, selon Santé publique France, 212 cas confirmés, soit 21 de plus qu'hier. Parmi ceux-ci, 12 guéris, 4 personnes décédées, le touriste chinois, l'enseignant de l'Oise qui est décédé à Paris, une femme de 89 ans à Compiègne, et vous savez, ce jour, un homme de 92 ans dans le Morbihan. Parmi les cas confirmés, et donc ils sont tous isolés, 152 font partie d'une chaîne de transmission ou de cas groupés. 47 personnes reviennent de zones à l'étranger où circule le virus. 21 personnes, pour l'instant, n'ont pas d'exposition identifiée. Nous avons donc, dans la plupart des cas, une explication concernant la chaîne de transmission. 13 régions sont touchées. Et parmi les cas, vous le savez, il y a un important regroupement de cas dans l'Oise, avec en particulier, à la suite de l'investigation des 2 cas initiaux, une détection progressive de 91 cas confirmés, qui sont tous éparpillés dans de nombreuses régions, 8 régions, et l'investigation est toujours en cours autour de ce regroupement de cas. Nous avons un autre regroupement en Haute-Savoie, à La Balme, près d'Annecy, qui est désormais constitué de plus de 20 cas. Et enfin, vous le savez, un voyage organisé en Égypte avait été à l'origine de 11 cas dans un groupe d'une vingtaine de personnes, avec une alerte qui avait été donnée grâce à un test sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë d'allure infectieuse. Nous avons aussi un regroupement de cas dans le Morbihan, 13 cas, avec 3 communes particulièrement touchées, Auray, Carnac et Crac. Enfin, nous avons dans le Grand Est 7 cas confirmés, dont 5 au sein d'une même famille. Il s'agit d'une contamination au cours d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes dans la période du 17 au 24 février sur le site de l'église de la Porte Ouverte chrétienne dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse. Des investigations intensives sont en cours. Les personnes ayant participé à cet événement et présentant des symptômes sont donc invitées à contacter immédiatement le centre 15 en rapportant cette exposition du 17 au 24 février à Mulhouse et en expliquant donc la présence de symptômes pour qu'ils puissent être classés en cas possible. Et pour tout renseignement en l'absence de symptômes, il est recommandé d'appeler le numéro vert national, le 0800 130 000. Nous sommes donc au stade 2 qui se caractérise par plusieurs cas groupés répartis sur le territoire. Les zones où circule le virus sont bien identifiées. Pour 3 cas sur 4, nous connaissons la chaîne de transmission. Les équipes du ministère de la Santé sont en lien avec les services de l'État et sont évidemment pleinement mobilisées. Vous le savez, auparavant, nous cherchions à limiter l'entrée du virus sur le territoire, comme l'ont fait la plupart des autres pays. Désormais, notre objectif principal consiste à ralentir la propagation du virus en protégeant le plus longtemps possible les zones non ou peu touchées. Freiner cette diffusion, c'est atténuer l'impact sur la population lors du passage au stade 3, et le pic d'épidémie en sera d'autant limité. Nous souhaitons par ailleurs, vous le savez, laisser passer l'épidémie de grippe. L'objectif des autorités sanitaires est de protéger les personnes face à la propagation du virus, qui n'est pas à ce stade en circulation active sur l'ensemble du territoire.
Avec près de 140 établissements de santé déjà mobilisés, le système de soins français est entièrement engagé pour limiter la propagation du virus sur le territoire. La conduite à tenir est claire, se protéger soi-même pour une efficacité collective. C'est d'abord, vous le savez, protéger les personnes fragiles, nos aînés, les personnes âgées, nos hôpitaux, nos maisons de retraite, avec des conseils simples mais que je répète. Ne pas faire de visite dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les maisons de retraite si l'on est malade, si l'on présente des symptômes viraux ou si l'on a de la fièvre. Et par ailleurs, ne pas se faire accompagner d'enfants dans ces structures, en particulier au contact de personnes fragiles ou de personnes très âgées, sauf exception évidemment individuelle ou des situations particulières, mais c'est vrai que c'est une bonne pratique qui était en vigueur dans nos hôpitaux et qui a un petit peu disparu, et je pense qu'en situation d'épidémie, on le fait régulièrement pendant la grippe, mais en situation de circulation du Covid, c'est encore un message que je souhaite marteler. Nous devons nous protéger donc, et nous devons protéger les plus fragiles. Les malades, en lien avec les équipes soignantes, doivent porter un masque et appliquer les mesures d'hygiène régulières et répétées qui constituent, je vous le rappelle, une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter le virus, et puis protéger nos professionnels du secours et du soin qui sont en contact direct avec un malade, pour lesquels le port du masque chirurgical est indiqué. Couplé à la protection portée par les malades, cela permet de limiter efficacement la diffusion du virus. Et puis les personnels soignants qui pratiquent des soins hospitaliers très particuliers, qui exposent massivement aux postillons ou aux sécrétions respiratoires, eux portent un masque P2 qui, je vous rappelle, est un masque de protection respiratoire qui est aussi très important pour d'autres indications, notamment la tuberculose. Pour l'ensemble de la population ne faisant pas partie de ces catégories, le port du masque n'est pas indiqué. Il faut appliquer les mesures d'hygiène régulières et répétées qui constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de diffusion, de contraction, d'avoir le virus Covid. Et donc, je vous rappelle que les mesures toutes simples sont des mesures efficaces et merci aux médias de les rappeler régulièrement. Le président de la République a annoncé aujourd'hui que nous avions réquisitionné tous les stocks et la production de masques de protection pour les distribuer aux professionnels de santé et aux malades. Je précise que le port du masque chirurgical s'adresse aux personnes fragiles sur prescription du médecin et aux personnes contacts à haut risque potentiellement contaminées, là également sur prescription médicale. Les professionnels de santé, de secours ou de transport sanitaire qui interviennent auprès de malades doivent également porter des masques chirurgicaux. Le port du masque chirurgical correspond à la recommandation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, pour l'utilisation des protections individuelles. Et donc, je voudrais vraiment insister beaucoup sur les masques aujourd'hui, pour vous dire que vraiment, ces masques produits en France bénéficieront au territoire français, que nous sommes face à une transmission gouttelette et non à un virus qui est présent dans l'air. Et donc, vous le savez, le président a pris cette mesure très forte. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un déstockage des masques chirurgicaux qui étaient présents dans le stock stratégique, et ces masques sont en cours de délivrance réelle, en priorité dans les départements les plus touchés. Nous avons vérifié avec les professionnels que ces masques sont effectivement présents sur le territoire. Il y a un point très important qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une équivalence stricte des masques chirurgicaux avec les masques FFP2 pour les virus transmis par voie gouttelette. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une publication encore toute récente du JAMA sur un essai de comparaison de ces deux types de masques qui vient d'être publié. C'est aussi les recommandations officielles de l'Organisation mondiale de la santé qui viennent d'être publiées. Et enfin, ce sont aussi les recommandations des sociétés savantes françaises. Donc ces masques sont évidemment à réserver aux personnes qui en ont besoin, les malades et les professionnels du secours, du transport et du soin. Le président de la République est également venu cet après-midi au centre de crise du ministère des Solidarités et de la Santé avec le ministre des Solidarités et de la Santé. Il a tenu à saluer et remercier les équipes qui sont mobilisées en continu depuis le début de la crise, et il a profité de sa visite pour faire un point de situation avec l'ensemble des services de l'État mobilisés. Enfin, je voulais vous informer que le ministère des Solidarités et de la Santé et l'assurance maladie ont décidé de simplifier la procédure d'arrêt de travail pour les parents contraints de rester chez eux pour garder leur enfant dans les zones de circulation du virus. En effet, le parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans peut bénéficier d'un arrêt maladie indemnisé s'il ne peut pas bénéficier d'un aménagement de ses conditions de travail lui permettant de rester chez lui pour garder son enfant. Pour cela, le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place
Si aucune autre solution ne peut être retenue, c'est l'employeur qui doit, via la page employeur du site Amélie, déclarer l'arrêt de travail de son salarié. L'indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra donc les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le premier jour d'arrêt, donc sans application du délai de carence. Les employeurs sont invités à pratiquer, dans le maximum de cas, le maintien de salaire au bénéfice de leurs salariés, auquel cas ils versent le salaire à hauteur du complément sans attendre le versement des indemnités journalières par l'assurance maladie. Attention, un seul des deux parents peut bénéficier d'un arrêt dans ce cadre. Cette procédure simplifiée, elle sera mise en place dès demain. Je vous remercie. Bonsoir, Véronique Julia, France Inter. Le ministre Olivier Véran a été en contact vendredi dernier avec des personnes depuis testées positives au coronavirus. Est-il confiné lui-même et y a-t-il des précautions à prendre? Je ne crois pas qu'il était en contact avec un cas confirmé. Il était dans la même salle que le préfet. Il ne lui a peut-être pas serré la main. Alors attention, pas de confusion. On est une réunion publique pendant une heure. Pas de confusion. On est cas contact d'un cas confirmé quand on est à proximité d'un cas confirmé. Il n'y a pas de cas confirmé ni chez le préfet ni chez le DG d'ARS. Ce sont des contacts de contact. Et c'est ça qu'il faut rappeler aux Français. Le seul risque que l'on prend, c'est quand on est contact étroit et prolongé d'une personne qui devient confirmée. Je vous rassure, ce soir, le préfet et le DG d'ARS ne sont pas des cas confirmés, ce sont juste des personnes qui ont été contacts et à qui on demande de rester chez elles par précaution. Donc il n'y a pas de cas confirmé en contact avec le ministre. Et le maire n'était pas présent. Non, je vous rassure, nous n'avons pas de ministre cas contact à haut risque, mais ça pourrait arriver du fait des déplacements de nos nombreux responsables ministériels. Mais on est vraiment effectivement attentif à respecter, vous l'avez vu, les conseils de bonne pratique, à ne plus saluer par un serrage de main ou par des embrassades lors des déplacements. Je pense que c'est important et je constate avec plaisir que ces changements de comportement se voient aujourd'hui, puisque certains ont trouvé des options différentes et parfois avec beaucoup d'humour. Donc on voit que nos concitoyens cherchent à trouver des parades face à cette demande de changement de comportement. Merci. Mathias Tesson, BFM TV, sur l'homme de 92 ans originaire du Morbihan. Est-ce qu'on sait dans quelle commune il vivait, dans quel hôpital il se trouvait et dans quel état surtout il a été admis? Non, je n'ai pas de détails précis sur l'origine de son lieu de résidence. Il était hospitalisé, comme la plupart des cas du cluster du Morbihan, à l'hôpital de Vannes, qui est l'hôpital de référence pour le Morbihan. Et donc, là encore, j'insiste sur le fait que des personnes qui appartiennent à des clusters se retrouvent hospitalisées parfois à distance des villes, des communes les plus touchées. Donc les communes les plus touchées, je vous les ai rappelées, il s'agit d'Auray, Crac et Carnac. Et donc la plupart des patients de ce regroupement de cas sont actuellement hospitalisés à Vannes, mais je n'ai pas plus d'informations sur son état de santé initial et sur les causes de son décès, mais vous aurez noté que c'était une personne extrêmement âgée. Et sur les stocks de masques, est-ce qu'on sait de combien de masques dispose cette réserve actuellement? Lorsque vous parlez de réquisition, est-ce que ça veut dire réquisition de ces stocks ainsi que les masques issus des entreprises privées? Et est-ce que lorsque la crise du coronavirus s'est déclenchée en Chine, l'État français a envoyé certains des masques issus de la réserve à l'État chinois dans le but de les aider? Alors, sur la production française, effectivement, c'est une réquisition forte, c'est une décision très forte du président de la République. Ça veut dire que cette production est réservée à l'usage sur le territoire national. C'est une mesure très forte dans l'intérêt de nos concitoyens. C'est une mesure qui s'ajoute aux stocks stratégiques de l'État, puisque je vous rappelle que nous avons des stocks stratégiques de masques chirurgicaux, et que d'ailleurs une partie de ces stocks a été déstockée au profit des pharmacies, qui sont en particulier dans les départements les plus touchés. Donc nous avons à la fois le stock stratégique de masques chirurgicaux et la décision ce jour du président de la République de réquisitionner l'ensemble de la production, puisque nous avons la chance en France d'avoir plusieurs producteurs de masques. Donc c'est une décision forte, et c'est une décision qui va nous être utile effectivement pour que cette production soit utile au territoire. Est-ce que certains de ces masques, du coup, à l'époque où la crise s'est déclenchée en Chine, ont été envoyés? Il y a eu des micro-livraisons liées au vol de rapatriement ou de l'équipement de nos postes diplomatiques, mais il n'y a pas eu de déstockage massif pour les Chinois, même si, comme vous le savez, il y a eu des demandes très importantes des autorités chinoises de bénéficier des masques. Mais nous avons un marché international qui est très tendu, et donc je pense que la décision
du président de la République est une décision très forte pour protéger le territoire national. Oui, bonjour, Grégoire Sauvage pour Radio France Internationale. Justement, pour rester sur cette décision de réquisition, est-ce que vous pouvez un petit peu préciser les modalités? Parce que j'ai pu joindre aujourd'hui des industriels qui ont été surpris par cette annonce. Normalement, ils sont en contact avec vous, le ministère de la Santé. Et là, ils ont été un petit peu pris de court et donc ils ne savent pas, par exemple, est-ce qu'ils doivent arrêter les commandes prévues à l'étranger. Est-ce que vous avez des informations sur les modalités précises de cette réquisition? Non, les modalités précises vont leur être communiquées parce qu'effectivement, il y a des échanges qui sont importants avec ces responsables de production. Et donc, il y a des réunions qui sont prévues dès demain pour travailler avec eux sur les modalités précises de cette réquisition et sur le champ, le périmètre de cette réquisition. Bonsoir, je suis Ève Roger, Europe 1. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure sur les masques, mais vous dites que c'est la même efficacité entre le masque chirurgical, c'est-à-dire le masque anti-projection, que le masque FFP2, ce qui voudrait dire que les soignants aussi ne peuvent avoir que des masques chirurgicaux. Absolument. C'est très clair. En fait, on est très pragmatique et on a toujours été transparent. On bénéficie d'un stock stratégique de masques chirurgicaux et donc on voulait s'assurer que demander à des patients malades de porter un masque et de demander à un soignant en face qui a donc à gérer un patient possible de porter un masque chirurgical mettait en difficulté ou pas le personnel soignant, et c'était des questions d'ailleurs qu'on avait régulièrement de la part des médecins ou d'autres professionnels de santé libéraux. Et donc nous avons attentivement lu les recommandations de l'OMS qui viennent de sortir, qui dit effectivement que la recommandation pour la plupart des situations, c'est le masque chirurgical. Cette attitude pragmatique est aussi confirmée par un essai comparatif face à une transmission de type gouttelette pour des soignants qui prennent en charge des malades et qui se comparent aux États-Unis, et donc c'est un article publié dans le JAMA, l'usage du masque chirurgical versus l'usage du masque P2, et il n'y a aucune différence dans le risque d'attraper ou pas l'infection. Donc ça c'est quand même très intéressant, c'est très important, puisqu'évidemment il y avait des questions parmi les professionnels de santé, et donc ce soir on peut leur apporter une réponse très claire et très rassurante lorsqu'on met le double portage, c'est-à-dire le portage du masque chirurgical anti-projection pour le malade et le masque chirurgical de protection du soignant, on a une efficacité équivalente au masque P2, ce qui veut dire aussi que les masques P2 qui sont en quantité moindre, parce qu'il faut être aussi clair là-dessus, même si nous en avons commandé, ces masques P2 particuliers sont à réserver à des situations à haut risque que les professionnels connaissent, en réanimation par exemple, quand vous intubez, quand vous aspirez la trachée, où là il y a un risque très important parce qu'il y a énormément de production de particules. De la même façon, il y a aussi d'autres indications qui doivent être réservées. Je vous donne l'exemple de la tuberculose, qui est quand même une maladie qui, là, est très différente puisque la transmission se fait par l'air. Il est bien connu qu'il y a des particules de tuberculose dans l'air qui flottent pendant des heures dans la chambre d'un tuberculeux. Et là, on ne peut pas se permettre d'avoir des soignants dans des services qui prennent en charge des tuberculoses contagieuses, bacillifères, comme on disait, qui seraient non protégés parce qu'il n'y a plus de masque P2. Donc on est très clair. On garde les masques P2 pour les indications spécifiques qui sont aujourd'hui essentiellement des indications d'actes à très haut risque. On les garde évidemment pour la tuberculose et on rassure les professionnels de santé, premièrement sur le fait qu'ils vont bénéficier dès aujourd'hui de la délivrance en officine sur simple présentation d'une carte du masque chirurgical et que ce masque chirurgical, surtout s'il est associé à un portage du masque anti-projection pour un malade, les protège efficacement. En sachant évidemment que, je vous le rappelle, la transmission manuportée est très importante et que cette transmission doit être rappelée à chaque fois. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un masque qu'on ne va pas se contaminer, surtout si on ne respecte pas les précautions de lavage des mains régulier, en sachant qu'on enlève son masque souvent et qu'on touche beaucoup de surfaces qui sont potentiellement contaminées. Donc le lavage des mains est une chose très importante à rappeler. Bonjour, Sylvie Blanc de l'APM. Il y a eu 5 cas dans un hôpital gériatrique à Crépy-en-Valois. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas dans des EHPAD ? Non, je crois que c'est l'essentiel de la transmission qui a été rapportée dans les établissements de type établissements médico-sociaux. C'est évidemment une inquiétude pour nous que de protéger nos personnes âgées, et donc c'est pour ça que je vous ai rappelé les consignes que l'on donne très, très fermement. La Direction générale de la cohésion sociale a rassemblé l'ensemble des acteurs de ce secteur majeur du médico-social et du social. Le ministre a d'ailleurs participé à cette réunion ce matin. Je pense que c'est très important que nos établissements médico-sociaux, que nos maisons de retraite soient bien informés, soient bien protégés. Ça peut paraître étrange de passer cette consigne que de dire de ne pas aller voir ses aînés, de ne pas aller voir de personnes fragiles parce qu'on a évidemment envie d'aller les voir et c'est tout à fait normal. Mais en cette période
quand on peut être porteur ou quand on vient avec des enfants, ce n'est pas une bonne idée. Et donc voilà, c'est un message un peu atypique que je passe, mais si on veut protéger nos personnes les plus fragiles, il faut réduire les visites et en particulier ne pas les mettre en contact avec des personnes certes faiblement symptomatiques, mais qui peuvent vraiment les contaminer, et en particulier les enfants, puisqu'on sait effectivement que les enfants ne font pas de forme grave, mais sont souvent vecteurs. J'ai d'autres petites questions. En fait, il semblerait que la stratégie à la PHP, ça soit désormais de garder à l'hôpital que les cas graves, donc une stratégie qui correspond plutôt au stade 3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous savez que c'est une stratégie tout à fait logique, puisque 80% des cas sont bénins. Donc objectivement, ça s'est fait en particulier dans d'autres pays, ça se fait en Corée, ça se fait en Italie. Il n'y a pas beaucoup de sens, surtout s'il y a beaucoup de cas, si dans les prochains jours il y a beaucoup de cas, à ce que ces cas soient systématiquement hospitalisés, alors que franchement, quand on discute avec les cliniciens, ils nous disent que ce sont des personnes qui ont des symptômes très mineurs, qui ont mal à la gorge, qui toussent, qui ont le nez qui coule. Enfin franchement, c'est 38, et ils pourraient parfaitement bénéficier d'un maintien à domicile. Le vrai sujet, c'est pas tellement une décision à la PHP, c'est surtout comment est-ce qu'on s'organise de la façon la plus efficace possible entre la ville et l'hôpital pour que les professionnels de santé de ville puissent effectivement, dans des bonnes conditions, prendre en charge des personnes qui vont assez bien et qui ont juste envie de rester à domicile, ce qu'on fait tous, nous, quand on a une bronchite, une angine ou parfois la grippe, et qui doit bénéficier d'une hospitalisation parce que personne fragile, parce que personne âgée, parce que facteur de risque particulier. Donc c'est un travail qui est en cours et qui évidemment doit être décliné selon les spécificités des territoires, parce qu'effectivement, la stratégie qui est en cours de validation par l'assistance publique avec les médecins du territoire francilien ne peut pas être la même dans un autre département où l'offre hospitalière n'est pas la même, où l'organisation du territoire n'est pas la même. Donc on a vraiment besoin de la participation pleine et complète des professionnels de santé libéraux pour qu'ils valident un certain nombre de filières de soins, qui peut aller à l'hôpital, qui peut rester à domicile, qui doit revenir de l'hôpital plus facilement, qui peut partir à l'hôpital si les choses évoluaient moins bien, si la situation évoluait moins bien. Donc c'est vraiment un parcours qui doit être co-construit sur le terrain et surtout une organisation qui doit être déclinée selon chaque quasiment département en lien entre les professionnels de santé libéraux et les professionnels hospitaliers. D'accord. Les dernières petites questions, plusieurs en une. Ce matin, Olivier Véran a parlé de virus muté. Est-ce que vous pourriez donner des précisions ? Est-ce qu'on peut estimer la part de patients asymptomatiques ? Et est-ce qu'une fois infecté, on développe une immunité contre le virus ? Merci. Alors, sur le virus muté, ce n'est pas l'expression muté. Vous savez qu'on a deux aspects. On a l'aspect 5 coronavirus humains qui sont connus, et qui sont souvent extrêmement bénins. C'est peut-être même ce qui explique une certaine forme bénigne chez les enfants qui sont le plus souvent victimes des 5 premiers. On a une grande proximité de ce virus avec le SRAS. Vous savez que c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Covid. Le Covid, c'est la maladie. Mais le virus s'appelle SARS-CoV-2, ce qui prouve bien qu'il est proche du SARS. Mais effectivement, il a évolué entre le SRAS et ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un virus différent. Mais on n'a pas aujourd'hui d'argument, même si on le surveille de près, pour une mutation récente. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une différence entre le 1er janvier et le 1er mars. Mais par contre, il faudrait y être attentif, puisqu'on sait que ce type de virus peuvent muter, et ça modifie ses caractéristiques, dans un sens comme dans un autre, soit sur sa virulence, soit sur sa contagiosité. Donc on est évidemment attentif à chaque fois qu'on récupère du virus dans un laboratoire de référence pour étudier son évolution. Alors pour les cas asymptomatiques, c'est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup à la fois les infectiologues et les spécialistes de santé publique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quelqu'un d'asymptomatique, par définition, n'est pas repéré. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir si on pouvait être contagieux en étant asymptomatique, ce qui finalement est quelque chose d'assez peu probable, parce que pour être contagieux, il faut quand même excréter des gouttelettes, ça veut dire tousser, éternuer, et donc quelqu'un qui n'a pas de symptômes, certes, pourrait être porteur, c'est très probable, et on en trouve de temps en temps avec des formes vraiment extrêmement peu symptomatiques, mais finalement a peu de moyens de diffuser ce virus. Donc c'est plutôt rassurant. Et vous savez qu'on a par ailleurs beaucoup d'études maintenant sur des personnes qui seraient contaminantes dans les heures qui précèdent l'apparition des symptômes. Ça a été parfaitement démontré dans l'affaire allemande où la personne était en début de symptômes. Et donc c'est plutôt rassurant. Et on sait aussi qu'on a ces quelques heures qui précèdent les symptômes, ou des personnes qui finalement sont assez peu sensibles aux symptômes, mais quand on les interroge avec attention, disent qu'elles étaient un peu moins bien que d'habitude, avec quelques douleurs musculaires, avec des maux de tête. Et puis vous savez que les gens s'automédiquent et donc souvent prennent un peu de paracétamol et donc améliorent très rapidement leur état de santé.
Alors l'immunité, c'est aussi un sujet qui apparaît dans les réseaux sociaux de certaines personnes qui ne seraient pas immunes. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'arguments pour ce sujet, puisqu'on a, d'une part, vous le savez, en Chine, des essais de sérothérapie, c'est-à-dire qu'on reprend des patients guéris, donc qui ont des anticorps, et on essaye de savoir si ces anticorps sont efficaces, immunisants et protecteurs pour d'autres patients. Donc on n'a pas beaucoup d'arguments aujourd'hui pour imaginer que des personnes qui ont contracté la maladie pourraient la contracter à nouveau, même si c'est toujours des exceptions en médecine existent, mais on n'a aucun argument pour imaginer que c'est une voie de transmission réelle et importante. Est-ce qu'on a eu une idée de la répartition des 21 nouveaux cas, ou est-ce qu'ils sont groupés autour d'un ou deux ou de plusieurs clusters? Deux autres éléments. Est-ce qu'on a une évolution sur les cas graves en positif ou en négatif? On reste sur les 9 cas graves que vous avez donnés précédemment. Est-ce qu'il y a une évolution de leur situation? Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont testées par jour? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de tests? Alors, sur la répartition, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'essentiel de cette répartition aujourd'hui sur les 212 cas est lié au cluster. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui fait augmenter le nombre de cas, c'est vraiment l'investigation autour des clusters, ce qui prouve que l'investigation est utile. Sur le nombre de cas en réanimation, il est aujourd'hui de 10. Ils sont rattachés effectivement aux clusters principaux, mais voilà, ils peuvent être hospitalisés dans je crois, plusieurs régions. Et puis, dans votre dernière question après la gravité, et c'était le nombre de tests. Et le nombre de tests, on ne l'a pas pour la simple raison qu'il y a à la fois des tests qui sont faits pour des personnes malades, et aussi, vous savez, des tests en cours, vous l'avez suivi, autour des établissements scolaires de l'Oise, et donc pour lesquels on teste aussi des cas contacts ou des cas qui inquiètent les parents. Donc il y a beaucoup de tests en cours, et le fait qu'on a à la fois des tests pour des cas possibles et des tests liés aux investigations, ça n'a pas beaucoup de sens que de vous donner le nombre de tests. Mais par contre, il y a une information importante, c'est qu'on continue à diffuser la technique de tests dans de plus en plus de lieux. Donc je crois qu'on a maintenant entre 40 et 50 laboratoires qui sont capables de le faire. On va avoir de plus en plus d'ailleurs d'accès à des kits de détection encore plus rapides et plus performants qu'on pourra là encore délocaliser, puisque la technique va être de plus en plus simple. Vous savez qu'on est passé d'un laboratoire de niveau 3 à un laboratoire de niveau 2, et donc l'idée c'est qu'on ait vraiment de plus en plus d'accès facile à ce test dans de plus en plus de sites hospitaliers, pour que tout le territoire soit couvert et que la distance à parcourir pour le tube, puisque je vous rappelle que c'est plutôt le tube qui bouge plutôt que le patient, soit la plus courte possible et qu'on ait la réponse le plus rapidement possible. On a une durée moyenne du temps qu'il faut pour avoir une réponse au test avec cette distance ou pas? C'est dans la journée maintenant. C'est vraiment très très court, parce que vous voyez, un prélèvement qui est fait le matin, il arrive au laboratoire 1 ou 2 heures après s'il y a du transport à faire. Il faut ensuite 3 heures ou 4 heures pour techniquer le prélèvement, et vous avez la réponse dans la journée. C'est quand même très important, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs, et je vous le rappelle, de faire du prélèvement en ambulatoire, c'est-à-dire de demander à la personne d'attendre le résultat et de la libérer dès que le résultat est négatif. Jacques Serret, RTL. Pas question de passer au niveau 3 pour le moment. Combien de temps devrait durer ce stade 2 ? Alors c'est impossible de faire des prévisions entre le stade 2 et le stade 3, puisque je vous rappelle que le stade 3 est défini par le fait qu'on n'explique plus d'une part les cas, ce qui n'est pas du tout la situation ce soir, parce que je vous ai dit que déjà, même avec des cas très récents, on expliquait plus de 3/4 des cas, et puis l'enquête est en cours pour les autres. Et par ailleurs, c'est une définition qui est liée à une transmission active du virus, c'est-à-dire que finalement, tout autour de vous, vous avez des contacts avec des gens qui vous disent qu'ils sont malades. C'est ce qu'on vit à chaque épidémie de bronchiolite ou de gastro-entérite ou de grippe chaque année. Donc c'est cette situation-là qui peut définir l'épidémie, en tout cas qui, en termes de science, définit l'épidémie. Après, ce que vous notez, hein, j'insiste beaucoup, c'est toujours cette situation extrêmement hétérogène, puisque nous avons 4 régions qui sont très touchées, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et la Bretagne, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a même des régions qui n'ont aucun cas. Donc voilà, c'est une situation très contrastée, et qu'on va évidemment suivre dans les prochaines heures, et on continue à suivre l'évolution jour après jour et à adapter notre posture. Là, par contre, prévoir une épidémie, c'est très compliqué. D'abord parce que les contacts entre les personnes, le virus dépend beaucoup des comportements humains, d'où l'importance d'adopter les bons comportements. Et d'autre part parce que vous l'avez vu, même des pays comme la Corée, quand ils sont exposés à un grand rassemblement qui contamine des personnes qui sont ensuite amenées à repartir dans de très nombreuses directions, ça peut très vite accroître le potentiel épidémique.
Et c'est pour ça qu'on voit ce qui se passe notamment avec la Corée qui est concernée par une très grande ville touchée et de très nombreux foyers secondaires. Donc, prévoir une évolution est très compliqué. On a l'habitude des épidémies de grippe et on voit la courbe épidémique de grippe. Mais même chaque année, les évolutions de grippe ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre. L'époque de démarrage n'est pas la même, l'époque du pic n'est pas la même, la hauteur du pic n'est pas la même. On a parfois 2 pics. Et donc, on est vraiment sur du vivant et sur un comportement lié aux relations sociales et au comportement de l'humain. Donc, il faut être très modeste face à la prévision éventuelle d'une épidémie. À cette heure-ci, combien de personnes sont encore hospitalisées? Alors, nous avons toujours parmi l'attitude majoritaire des hospitalisations, mais des hospitalisations pour isolement, puisque en dehors des 4 personnes décédées et des 12 personnes guéries, la plupart des autres cas sont hospitalisés pour isolement, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont hospitalisées pour des raisons d'inquiétude médicale. C'est pour ça que la question qui m'était posée de savoir si certaines personnes pouvaient, dans des bonnes conditions, revenir à la maison, c'est évidemment oui. C'est ce qui va se passer de plus en plus, puisque si les professionnels de santé s'organisent entre eux, on peut parfaitement imaginer que quelqu'un qui va bien, qui est jeune, qui n'a aucun facteur de risque et qui a des symptômes bénins, pourrait parfaitement être confiné à domicile. C'est ce que font les Italiens et c'est ce qu'on sera amené à faire de plus en plus dans des bonnes conditions. Et c'est ça qui est important, à la fois pour la sécurité du patient, du malade, et la sécurité des différents professionnels de santé qui interviendront auprès de cette personne. C'est toutes les personnes aujourd'hui quasiment qui sont hospitalisées, enfin toutes les personnes que je vous ai citées en dehors des personnes guéries et des personnes décédées malheureusement, qui aujourd'hui font l'objet d'une hospitalisation. Sur le rassemblement religieux dans le Grand Est, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Combien de personnes y participaient? Est-ce que le fait que ce soit un rassemblement religieux, ça peut laisser supposer que dans les prochaines semaines, prochains jours, il y aura des cas similaires? Est-ce qu'on est sur une configuration type semi-marathon, par exemple ou les... Non. Enfin, d'abord, je ne pense pas qu'on puisse comparer un rassemblement religieux à un semi-marathon, mais non, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient présentes sur cette période du 17 au 24 février sur le site de l'église La Porte Ouverte chrétienne. On n'a pas plus de détails, mais compte tenu du fait qu'un certain nombre de cas sont liés à cette participation à cet événement, on trouve que c'est plus important ce soir de le signaler pour que les personnes qui y ont participé, d'abord, se surveillent, et puis évidemment, si elles sont symptomatiques, signalent cette exposition et puissent appeler le 15 pour pouvoir être testées rapidement. J'en ai 3 petites. D'abord, une précision sur la dotation de masques des professionnels de santé. Grégoire Lecalot, pardon, France Info. Combien de masques sont distribués à chaque professionnel qui présente sa carte en pharmacie? Ensuite, deuxième question sur l'épidémie de grippe. Vous dites que vous attendez, avant de passer au stade 3, qu'elle soit terminée. Est-ce que c'est un critère obligatoire que vous vous fixez? Et puis, dernière question, précision sur les cas en Île-de-France. Combien il y en a? Où est-ce qu'ils sont répartis? Est-ce que c'est une transmission locale ou qui vient d'ailleurs? Et est-ce que c'est des cas qui sont tracés correctement? Alors, sur les masques chirurgicaux qui sont en cours de délivrance, puisqu'ils sont déjà arrivés dans les pharmacies des départements prioritaires, je vous rappelle qu'on a choisi de délivrer en priorité les départements les plus touchés. Donc, ce sont effectivement pour les professionnels de la santé libéraux la délivrance immédiate sur simple présentation d'une carte de professionnels de santé d'une boîte de 50 masques. On déstockera autant que nécessaire ensuite selon les besoins, mais c'est effectivement une réponse très rapide pour que d'emblée, dès aujourd'hui, les départements qui sont touchés puissent avoir des professionnels de santé qui ont accès à ces masques. Je vous rappelle que par ailleurs, les agences régionales de santé ont des masques pour les cas contacts quand il y a des investigations en cours et que par ailleurs, nous avons aussi des masques qui ont été délivrés aux établissements référents. Donc on a la possibilité d'avoir des masques pour les personnes qui font l'objet d'une investigation épidémiologique, des masques pour les établissements référents qui accueillent des malades et des masques pour les professionnels de santé qui sont dans des départements où il y a beaucoup de cas. Votre dernière question était sur l'Île-de-France. Donc l'Île-de-France a un peu plus d'une trentaine de cas qui sont essentiellement effectivement des cas qui sont transférés. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a une circulation active sur l'Île-de-France puisqu'on a beaucoup de cas qui sont liés soit au cluster de l'Oise, puisque je vous rappelle que l'Oise est très proche de l'Île-de-France. Donc beaucoup de cas ont été hospitalisés, transférés vers l'Île-de-France, vers les établissements de santé référents de l'Île-de-France. Et par ailleurs, nous avons aussi beaucoup de cas qui sont liés à des voyages en zone à risque. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'éléments ce soir pour dire qu'il y a une transmission active sur la région Île-de-France. Merci à vous.